profondément. Mesdames et messieurs, donc nous avons le président de la République démocratique du Congo, Monsieur Félix Tshisekedi, le président du Burundi, ainsi que le président de l'Union africaine, Monsieur le président Évariste. Nous avons Monsieur Cevdet Yılmaz, qui est le vice-président de la République de Turquie. Nous avons Félix Ulloa Junior, vice-président de la République d'El Salvador, Doura Majout, premier ministre de la République de Serbie, et nous avons Hikmet Tadjiev, qui est assistant au président de la République d'Azerbaïdjan, qui est également le chef du département des relations internationales de la présidence de l'Azerbaïdjan. Merci à tous d'être ici. Vice-président Yılmaz, puisque vous êtes l'hôte, ou bien le vice-président du pays hôte de ce forum de diplomatie d'Antalya, veuillez s'il vous plaît en 3-4 minutes nous donner vos remarques introductives, comment vous comprenez l'appropriation régionale dans le monde actuel, et s'il vous plaît, vous devez appuyer sur les boutons pour allumer le microphone et ensuite l'éteindre. Merci beaucoup. J'aimerais d'abord souhaiter la bienvenue à tous nos invités. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici à Antalya, dans notre pays. Nous espérons que cette interaction, que cet événement important contribueront à la paix et à la sécurité dans le monde et dans les régions concernées. Vous l'avez dit, nous sommes en train de passer par une transformation. Les règles internationales, les institutions sont en train de s'affaiblir et l'ordre que nous héritons de la période après-guerre est en train d'être transformé. Mais politiquement et aussi économiquement, il y a un nouvel équilibre de la production économique, des relations commerciales, mais il y a aussi des tensions géopolitiques croissantes. Nous le voyons bien, n'est-ce pas, clairement dans notre région en particulier. Et dans ce cadre-là, dans cette période de transition, les risques sont élevés, les défis sont importants, mais il y a aussi des opportunités intéressantes, de nouvelles façons d'assurer la sécurité, le bien-être et la prospérité de nos peuples. Dans ce contexte, je pense que la coopération bilatérale et régionale relève d'une plus grande importance. Cette coopération a toujours été importante, mais en ces périodes de turbulence où il n'y a pas d'ordre au niveau mondial, ces coopérations bilatérales et régionales revêtent une plus grande importance. La Turquie, bien sûr, a toujours donné la priorité à la diplomatie et a préféré la diplomatie au conflit. Et on a toujours misé sur la stabilité et non pas l'instabilité et l'insécurité. C'est pourquoi nous faisons partie d'ailleurs de plusieurs blocs de coopération régionale. D'une part, nous faisons partie de l'OTAN, nous sommes aussi pays candidat pour l'UE. Nous sommes d'autre part en quête de nouvelles organisations régionales comme l'Organisation des États turciques. Aussi, nous voulons plus de coopération entre les pays islamiques et nous voulons aussi renforcer les nouvelles structures régionales sécuritaires. En ces temps turbulents, le leadership, bien sûr, est crucial. Les leaders ont toujours été importants, mais en ces périodes de turbulence, les leaders sont d'autant plus importants, si je puis le dire, et c'est pourquoi notre président, d'ailleurs, fait appel pour un ordre mondial plus juste, plus équitable et qui soit plus objectif pour nous tous. Nous devons avoir deux objectifs simultanément. D'une part, nous devons travailler ensemble pour un ordre mondial plus juste, tous ensemble. Nous devons toujours avoir cet objectif en vue, mais d'autre part, nous devons aussi être réalistes et essayer de forger des coopérations bilatérales et régionales pour relever les défis de nos temps. La Turquie a toujours soutenu le dialogue, la diplomatie et à la place des conflits. Les
conflit ne bénéficie à personne. La paix bénéficie à tout le monde. Donc, il faut en être conscient. Il y a deux façons de faire les choses. Il y a une façon d'agir qui nous donne plus de stabilité, plus de sécurité. Et d'autre part, il y a la diplomatie, plus de négociations, des solutions négociées et plus de coopération entre les pays, ce qui nous amènerait plus de stabilité et de sécurité à l'avenir. C'est pourquoi la Turquie continuera de garder toutes les chaînes de communication ouvertes avec les partis et d'avoir une coopération avec les États africains, asiatiques, les pays d'Amérique latine et essayer de nous faire entendre là où on peut pour essayer de renforcer le bien-être de notre peuple et de contribuer à la sécurité mondiale. C'est pourquoi je pense que cet ADF est organisé à un moment opportun et pertinent du monde. Nous ne devons d'ailleurs pas perdre notre espoir pour un meilleur avenir. Les êtres humains, vous savez, ont désormais une accumulation de connaissances à travers l'histoire. Nous devrions trouver une façon de relever ces défis sans nous détruire les uns les autres, en passant par la coopération avec des situations gagnant-gagnant entre les parties et nous continuerons d'avancer dans ce sens. Ce sera très intéressant de vous entendre sur cela. Vous n'êtes pour aucun impliqué dans les pays du Moyen-Orient où il y a une très grande situation insécuritaire actuellement. On va essayer de voir tout à l'heure comment la coopération régionale contribue à cela. Tout à l'heure. Maintenant, donc, nous allons continuer, Monsieur le Président, son Excellence Tshisekedi. Est-ce que vous voudriez, sans oublier d'appuyer sur le bouton, s'il vous plaît, contribuer au débat? Avant toute chose, j'aimerais saluer et remercier le président Recep Tayyip Erdogan pour son invitation, mais aussi le féliciter pour cette initiative que je trouve opportune et vraiment importante à ce stade de la vie diplomatique en ce moment dans le monde. Je dirais l'appropriation régionale, pour moi, est un élément très essentiel dans la stabilité du monde actuellement. Évidemment, le multilatéralisme a montré ses limites, mais je ne pense pas qu'il soit venu le temps de balayer ce multilatéralisme. Nous en avons besoin, mais simplement il faut le rebâtir, il faut le refonder à partir des régions. Parce que l'appropriation régionale a l'avantage d'avoir une sorte de rapidité, de réactivité en temps de crise, mais également il offre beaucoup d'opportunités d'intégration économique qui feront que par cette intégration économique, toute la région va trouver des raisons de vivre en paix afin de protéger ses intérêts. Je fais ici allusion, par exemple, aux grands projets qui nous intéressent tous en ce moment dans la région d'Afrique centrale. Il s'agit du corridor de Lobito, qui est ce corridor d'intégration économique qui nous permettra d'évacuer toutes nos productions vers des centres de consommation sur d'autres continents. Et cela démontre évidemment un intérêt que tous ces pays ont à vivre en paix, stable et en tenant compte évidemment des intérêts de chacun. C'est très important, je pense, d'aller sur cette voie d'intégration régionale parce qu'elle permet d'aborder les problèmes en connaissance de cause. Dans la région, les pays généralement vivent ensemble, se connaissent. Il y a une approche humaine et culturelle qui fait que tous les problèmes peuvent être abordés de manière à savoir comment les aborder de manière sereine.
et en cherchant évidemment des solutions plus appropriées, tandis que lorsque ces problèmes sont regardés par le multilatéralisme, on sent une certaine distance et une certaine inefficacité à aborder et à les régler comme telles. Donc je pense qu'effectivement l'appropriation régionale est une opportunité essentielle qui permettrait évidemment au multilatéralisme de se conforter. Et bien évidemment, il faut établir les mécanismes qu'il faut et surtout garder l'influence du multilatéralisme, mais en créant évidemment des attaches, des liens avec les communautés économiques régionales. Merci. Merci beaucoup. Donc, le multilatéralisme est important. Les connaissances régionales aussi peuvent aider le multilatéralisme à atteindre ses objectifs. Je pense que c'est votre message principal. Effectivement, merci beaucoup, Excellence. Maintenant, le président du Burundi. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton, s'il vous plaît. D'abord, je voudrais me joindre aux autres pour remercier le président Erdogan qui a bien organisé ce forum, un forum très important pour échanger sur les défis du moment. Nous parlons beaucoup du multilatéralisme, nous parlons de la gouvernance mondiale, parce qu'effectivement, le monde commence à sentir qu'il y a dislocation au niveau de la communauté mondiale. C'est pour cela qu'on commence à revoir nos origines, parce que je considère que la communauté internationale, c'est comme une famille qui est fondée. Même dans une famille, le mari et son épouse doivent vivre en commun. Et s'il y a des problèmes qui causent des divorces, il doit y avoir un mécanisme, soit d'assumer le divorce, soit de les unir. Aujourd'hui, alors, on commence à voir comment cette communauté mondiale s'est créée afin de les renforcer. Toujours d'abord des États membres de cette communauté internationale qui se sont engagés à vivre ensemble, à se coaliser. Mais vous savez, quand vous voulez une vraie unité, il faut que chacun s'assure qu'il est bien tenu. Être bien tenu, c'est-à-dire, je peux tenir celui-ci de gauche par ma main gauche, lui, il me tient par sa main droite. Je tiens l'autre comme ça. Alors, si je suis rassuré que je suis tenu de tous côtés, je me sens bien, je suis debout. Mais quand il y a quelqu'un qui lâche, effectivement, ça se disloque. Or, pour aussi, moi, me rassurer que l'autre est joué à moi, il faut qu'on s'entende avec celui-ci. Donc, en fait de compte, il y a des moments où je ne contrôle pas ceux qui sont loin. Il faut cette gouvernance mondiale pour nous coordonner. Alors, si l'un des membres décide de lâcher la main, il y a un problème. Parce que cette communauté internationale, cette gouvernance internationale vient quand il y a l'unité. Parce que l'ONU, par exemple, l'ONU n'est pas une nation, n'est pas un État, mais c'est l'ensemble des États. Si alors les États ne s'entendent plus, sont disloqués, c'est-à-dire la société est disloquée, et vous commencez à sentir que la gouvernance mondiale commence à connaître des failles. Alors, où est-ce qu'on va pour résoudre ce problème? Il faut commencer par les origines. Les États qui s'unissent entre eux au niveau régional. Il faut que dans la région, nous soyons coordonnés parce que c'est facile. C'est facile de coordonner les régions parce que nous partageons des valeurs sociales. Nous avons un même mode de vie et de pensée. Nous avons des intérêts communs. Alors à ce moment-là, comme nous avons naturellement des sujets, des intérêts communs que nous partageons, chacun s'il perd l'autre, il perd automatiquement sa vie. Donc c'est facile d'unir la communauté parce que nous partageons les valeurs sociales, nous partageons des intérêts communs, nous partageons tout. Alors ça sera facile
de nous coordonner. Et si la région est consolidée, ce sont les régions qui vont se consolider entre elles. C'est-à-dire, par exemple, l'Union africaine. Si l'Union africaine est consolidée et que c'est bien organisé, l'Union africaine va se joindre à une autre organisation continentale. Et en fait de compte, toutes les régions seront unies et la gouvernance mondiale prendra sa force. Donc, je pense que maintenant que nous constatons des failles au niveau de la gouvernance mondiale, que nous constatons des failles au niveau des relations entre les États, c'est le temps maintenant de voir comment consolider, encore une fois aller à la base, consolider les régions et continuer à consolider le monde entier. Voilà ce que je peux contribuer. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Ce que vous avez dit, la communauté internationale, c'est comme une famille brisée. J'ai beaucoup aimé cette phrase, mais nous sommes plus que nos différences, je pense, les êtres humains qui habitent cette planète. Mais bien sûr, est-ce que c'est si difficile de trouver ce point commun au sein de l'Union africaine ou bien de l'Union européenne? Il s'agit de deux blocs qui sont très, très grands. Et est-ce que c'est difficile de prendre les points communs entre les pays de ces deux blocs? Maintenant, je voudrais donner la parole à M. Hulot, le vice-président de El Salvador, s'il vous plaît. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Au nom de mon peuple et au nom de mon gouvernement, nous voudrions remercier la présidence de la République de Turquie ainsi que le vice-président qui est parmi nous de nous avoir accueillis. Tout d'abord, une remarque que je voudrais faire. Il s'agit donc d'un ordre mondial qui est basé sur le multilatéralisme. Il n'y a aucun pays qui peut dominer les autres. L'Amérique centrale doit cohabiter avec l'Amérique du Nord, etc. Et bien sûr, la façon dont nous communiquons avec les autres pays qui sont au-delà des océans Atlantique et Pacifique. Ça aussi, c'est un autre sujet que nous devons prendre en compte. Mais bien sûr, il faut que nous unissons et nos systèmes. Et nos systèmes s'intitulent le système d'intégration de l'Amérique centrale qui se base sur un protocole de 91. Ça fait à peu près 30-40 ans. Et notre objectif, c'était de trouver une réponse aux guerres civiles qui avaient une influence sur nos nations. Parce qu'à cette époque, c'était toujours l'époque de la guerre froide. Il y avait l'Est et l'Ouest. Et mon génération, nous avons vécu donc cette conflits idéologiques et politiques, ainsi que la guerre froide a mis en place des obstacles différents pour l'humanité, comme l'immigration, le changement climatique, ainsi que les crimes organisés à l'échelle internationale. Mais l'objectif, c'est de travailler ensemble pour surmonter ces obstacles. C'est pour ceci que nous avons créé ce système d'intégration pour l'Amérique centrale. L'objectif, c'est aussi de mettre en œuvre une intégration culturelle, historique, au-delà de l'intégration économique et politique. Ce que nous voulons, c'est de tirer les bénéfices nécessaires pour notre population. Jusqu'à présent, ce système a à peu près 60 millions d'habitants, inclus 60 millions d'habitants, avec 500 000 km² comme superficie et qui inclut 8 nations. La République dominicaine s'est intégrée à ce système il y a quelques années. C'est un projet régional qui avait pour but de trouver donc une réponse, une solution à ce challenge de multilatéralisme.
Nous savons tous qu'après la Seconde Guerre mondiale, les Nations unies comme modèle a été créé pour nous montrer comment les nations peuvent donc combler les lacunes qui existaient avant la guerre. Mais il faut aussi réfléchir sur le point suivant. Comment est-ce que ce multilatéralisme mondial existe toujours et comment ça existe? Les guerres contemporaines nous démontrent que le monde est en plein incendie. Nous ne pouvons pas prévenir cet incendie. C'est pour ceci que nous devons travailler au moins, essayer de guérir les blessures de cette guerre, que ce soit les guerres à l'échelle internationale, les conflits civils. Les Nations unies ont le mandat de résoudre ces conflits. El Salvador était un exemple d'une des opérations pour le maintien de la paix menées par les Nations unies. Et ceci a été fait par le biais des négociations. Mais maintenant, on se trouve au XXIe siècle et nous avons toujours des préoccupations très sérieuses. Comment les guerres créées par ces nations créent beaucoup de souffrance pour les peuples qui vivent cette guerre, pour l'Amérique centrale, les Caraïbes aussi, mon pays. Nous voulons faire partie de ce mouvement international. Nous voulons essayer donc d'atteindre la paix et les ennemis de l'humanité ne sont pas uniquement les nations qui sont contre les autres nations, mais il y a aussi le changement climatique, d'autres problèmes internationaux que nous avons déjà vécus comme le Covid. Mais il s'agit de mettre en place un plan qui dérive de notre responsabilité humanitaire. Nous voudrions que le nouvel ordre mondial soit non simplement basé sur les alliances militaires, sur des alliances des groupes économiques ou régionales comme l'Union européenne, l'Union africaine, etc. Mais aussi, il y a d'autres manières pour résoudre les problèmes actuels. Et ça peut probablement être un nouveau sommet comme le sommet d'Yalta, où les pays et les pouvoirs peuvent décider et peuvent résoudre les problèmes que nous avons actuellement, comme ça a été le cas après la Seconde Guerre mondiale. L'ordre de Yalta est l'ordre que nous avons hérité, mais c'est cet ordre qui cause aussi le déclin. Probablement, nous devons donc prendre en compte cette réalité et mettre en place les acteurs clés. Vous savez de qui je parle. Je ne veux pas donc mentionner le nom du pays pour ne pas créer de sensibilité, mais le sommet d'Yalta qui a eu lieu en 1945, après la Seconde Guerre mondiale, peut aussi se répéter pour les pays qui y sont inclus dans ce cadre aujourd'hui, à l'heure actuelle. C'est une réflexion que je pense que nous devons tous y penser pour créer un nouvel ordre mondial. Il faut renforcer la diplomatie, mais pour ce qui est des pouvoirs, je pense que nous devons mettre en avant les besoins de l'humanité. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président. Oui, nous avons donc vu nous avons tous témoigné les guerres de votre région et c'était très intéressant donc de voir comment vous avez pu
avoir ce leadership pour sauver votre pays. Ce système que vous avez mentionné donne beaucoup de décisions pour les pays qui ont des problèmes avec leurs partenaires régionaux. Monsieur Majout, le Premier ministre de la Serbie, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais remercier Monsieur le Président Recep Tayyip Erdogan d'avoir organisé ce forum et de nous accueillir ici, un forum très important qui couvre toutes les régions du monde et qui essaie de mettre en avant une approche générale pour les communautés mondiales. Les efforts doivent être menés en conformité avec la loi internationale, bien sûr. Moi, je viens de cette région. Nous avons eu beaucoup de problèmes tout au long de notre histoire. Un pays qui était toujours du côté de la neutralité. C'est pour ceci que nous essayons de la maintenir à tout prix. C'est la politique de notre pays, de notre gouvernement, et c'est aussi la stratégie de mon pays. Les idées régionales, les intérêts régionaux augmentent de jour en jour. Nous avons beaucoup d'obstacles qui sont directement liés à la situation internationale, les conflits qui soudainement éclatent dans certaines régions du monde. En Europe du Sud-Est, là où se trouve mon pays, ainsi que la région de la Méditerranée, peut être le meilleur exemple de réintégration, mais bien sûr selon les règles de la loi internationale et selon les règles de la charte onusienne. Tout doit être mis en place. C'est ainsi que nous devons nous positionner et échanger nos idées. C'est très important de souligner ce fait. L'intégration de cette région est une région qui est très active tout au long de l'histoire. Ça a été le cas. Les unions régionales des pays jouent un rôle important et je pense que l'avenir de mon pays se trouve au sein de l'Union européenne. Stratégiquement, nous sommes partie de cette union, mais il faut aussi suivre l'ordre international. Les organisations régionales seront d'une importance ultime pour la région. Et je pense que la Turquie est un partenaire qui est très puissant. Donc nous aurons la Turquie d'un côté et l'Union européenne de l'autre. Dans cette partie du monde, c'est très, très important pour avoir des organisations internationales. Merci, Monsieur le Premier ministre. Pour moi, ce qui est important, c'est comment votre pays conçoit le regard des autres pays, parce que vous avez une voix unique et il y a des choses qui se passent en Serbie. Et si ces mêmes mouvements existaient au sein de l'Union européenne, je pense que les pays feront plus attention. Mais le monde dans lequel nous vivons est basé sur le compromis. Ahmet Hacıya du ministère des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan. Je vous cède la parole, monsieur. Merci. Tout d'abord, je voudrais remercier à la République de Turquie pour l'organisation de ce forum à l'heure actuelle où nous faisons tous face à de grands obstacles. Ce que veut dire l'appropriation régionale pour notre pays. Pour nous, ce concept vient tout d'abord d'idées de l'appartenance aux idées ainsi qu'aux obstacles régionaux
il ne s'agit pas d'exposer ou d'imposer des solutions à nos partenaires. Nous devons d'abord mettre en place notre propre ordre dans notre région pour que nous puissions donc mettre en œuvre cette idée ou ce sentiment d'appartenance. De l'autre côté, ce sentiment d'appartenance est un élément très important. Il s'agit donc de partager les responsabilités qui nous incombent. Nous essayons aussi de travailler avec nos pays frères et sœurs de la région qui doit mettre en place, bien sûr, une coopération régionale. C'est ainsi que nous pouvons réaliser notre mission d'appartenance. Comment mettre en œuvre la diplomatie et le dialogue par le biais de différentes méthodes, comme des méthodes multilatérales, trilatérales, etc. Pour chaque pays, pour chaque région, la sécurité a une importance vitale. Pour notre région, la coopération bilatérale entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, c'est une base très importante pour assurer la sûreté et la sécurité de notre région. Les leaders de ces deux pays ont institutionnalisé leurs relations par le biais du sommet de Choucha. Nous avons transformé la coopération bilatérale à une coopération trilatérale en mettant en avant ce sentiment d'appartenance. Par exemple, la coopération entre la Géorgie et la Turquie, entre la Géorgie et l'Azerbaïdjan, ainsi que d'autres pays de cette région au niveau pratique qui nous démontre que cette relation entre différents pays joue un rôle important. Il y a aussi les domaines thématiques de cette coopération. Par exemple, la coopération pour le domaine de l'énergie. Il faut absolument assurer la sécurité énergétique de notre région et les ressources de la mer Caspienne par le biais de pipelines du Baku-Tbilisi Tigre-Jailan jouera un rôle important pour la prospérité et la coopération de notre région. Et je pense qu'au-delà de tout le conflit et la résolution du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan a démontré aussi que le leadership jouera un rôle important pour la résolution des conflits. L'Azerbaïdjan, d'une manière unique, a montré à utiliser ses moyens politiques et militaires pour la résolution de ce conflit. Et c'est ainsi que nous avons pu donc atteindre la paix avec le peuple arménien. Et grâce à la présidence américaine, nous avons pu atteindre un accord de normalisation des relations entre les deux pays. Il y avait une imposition des solutions de plusieurs pays et ceci était un échec, ce qui nous montre que c'est avec cette idée d'appartenance et d'appropriation à votre région que vous pouvez tout résoudre. Nous avons donc à notre voisinage les Caucases qui nous aussi montre que les conflits peuvent être résolus par le biais donc des négociations. Nous avons des projets de connectivité à l'échelle régionale pour certains pays et nous assurons donc une connectivité transcaspienne avec le pipeline Baku-Tigre et la ville de Kars. C'est ainsi que nous pouvons atteindre nos frères et sœurs qui se trouvent en Asie centrale. Il ne s'agit pas seulement d'une isolation régionale pour ces pays. Il ne faut pas les isoler, il faut s'approprier, il faut donc avoir ce sentiment d'appartenance pour établir des partenariats avec ces derniers. Okay, thank you so much. I'm just looking to the back of the room because I need an indication. Merci beaucoup. Combien de temps il nous reste? Je regarde derrière la salle. Encore 12 minutes, donc le temps est compté. Donc, Monsieur le Président de l'Union africaine, comment
pourrais-je le formuler? Il y a un compte sur X qui est un peu satirique auquel je pense. Est-ce qu'il est facile ou difficile d'avoir un consensus régional au sein d'une organisation gigantesque comme l'Union africaine? N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton, s'il vous plaît. Je crois que c'est possible parce qu'effectivement, même les États membres de l'Union africaine ont déjà constaté qu'il y a aussi des points d'inefficacité dans la gouvernance de l'Union africaine. C'est ainsi que nous sommes en train d'opérer des réformes. On a mis en place une équipe qui est en train d'analyser comment opérer des réformes afin de rendre efficaces les institutions de l'Union africaine. Mais aussi, ce que je constate, cette possibilité, c'est que l'Union africaine est devenue aussi coordinateur des communautés économiques et régionales. Vous voyez que l'Union africaine a des communautés économiques et régionales et ces communautés partagent ces intérêts communs dont j'ai parlé. Par exemple, l'exemple que je peux donner, c'est l'autorité du lac Tanganyika. La République démocratique du Congo, le Burundi, la Tanzanie, la Zambie partagent le lac Tanganyika. Et nous avons vu que c'est un lac, d'abord un lac le plus profond du monde après le lac Baïkal, mais aussi c'est la première réserve d'eau douce. Et ça contient des poissons, beaucoup d'espèces de poissons. Donc ensemble, nous pouvons exploiter à l'intérêt de nous tous ce lac. Mais cette autorité, mais aussi peut donner l'intérêt. Ce que nous trouvons dans le lac Tanganyika peut servir à d'autres États. C'est-à-dire finalement, les communautés régionales vont se coordonner, mais aussi travailler sous coordination de l'Union africaine. Et j'ai trouvé que c'est l'efficace. Il y a aussi pour des questions de paix et de sécurité, il y a l'architecture pour la paix et la sécurité en Afrique. Cette architecture aussi pourra aider à ce que les États retrouvent la paix. Il y a des conflits entre les États. Il y a des conflits internes aux États. Donc nous devons trouver des mécanismes pour stabiliser toute l'Afrique. Je pense qu'avec ces réformes que nous allons opérer, ça va rendre efficace la gouvernance de l'Afrique. President Tshisekedi. Président Tshisekedi, vous voulez contribuer? Merci. Je dirais que pour réussir évidemment à relever ce défi, l'Afrique doit réaliser deux objectifs. Le premier, c'est d'abord de respecter ses engagements, ses principes, notamment celui de la souveraineté des États et de l'intégrité territoriale des États. Ensuite, c'est celui de réaliser les objectifs qu'il s'est fixés. Et ici, je fais référence à cette initiative dans laquelle j'ai engagé mon pays et sur laquelle d'ailleurs plusieurs pays africains se sont engagés, ont ratifié évidemment cet accord. C'est l'accord de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale. Je pense évidemment, on parlait des régions tout à l'heure, que nous réussirons à gagner ce pari en développant nos communautés économiques régionales, en les interconnectant déjà, en les intégrant économiquement et en développant des infrastructures. L'Afrique est gigantesque. La République démocratique du Congo, à elle seule, représente à peu près toute l'Europe de l'Ouest, vous vous imaginez, y compris le Royaume-Uni. Donc, c'est une grande superficie qui a 9 voisins et nous devons donc réussir à intégrer tout cela en développant justement des projets intégrateurs structurants qui vont nous permettre à la fois de nous interconnecter, je l'ai dit, mais également de développer de la richesse par la transformation évidemment locale et l'Afrique
le grand avantage que j'ai toujours dit que nous avons, la plus grande ressource que nous avons par rapport aux autres États du monde, aux autres régions du monde, c'est la ressource humaine. En Afrique, la jeunesse est très, très importante, très nombreuse d'ailleurs, et très active. Nous devons ici réussir à l'encadrer, à la former et à la préparer aux défis à venir. Moi, je vois vraiment un avenir, j'allais dire, reluisant pour l'Afrique, parce que tout simplement, c'est un continent qui a des atouts, à la fois par rapport, j'ai parlé du capital humain, mais également des ressources naturelles qui sont des réponses aux problèmes que nous avons dans le monde aujourd'hui. Je pense au changement climatique, je pense à la nouvelle industrie des énergies renouvelables. Et je pense que l'Afrique pourrait donc, si elle prend à bras-le-corps ces problèmes, elle pourrait être un acteur essentiel dans les défis que rencontre le monde en ce moment. Exactement, critique. Les ressources humaines, les ressources naturelles dont dispose l'Afrique sont cruciales et d'ailleurs, c'est ce que désire le monde extérieur et donc il sera critique que l'Afrique s'approprie de ces ressources et cela sera essentiel pour l'avenir du continent. Nous avons 5 minutes qui nous restent. Nous avons Nairobi, Londres. C'est un vol que j'effectue 5 fois par an, mais voilà, 8 minutes qui nous restent. Si on peut, cette question pour les deux pays qui sont en dehors de l'UE, mais qui pourraient faire partie de l'UE, donc le vice-président de la Turquie et le Premier ministre de la République de Serbie. Son Excellence, Monsieur Yilmaz, pensez-vous que l'UE, vous bénéficierez économiquement ou plus? Alors déjà, j'aimerais commencer par souligner que être indépendant ne signifie pas d'être isolé. Une nation souveraine, normalement, peut décider de ses actions. Et cela ne veut pas dire qu'on est isolé des structures mondiales ou régionales. Ça, c'est une chose. Et dans ce contexte, il faut respecter l'intégrité territoriale et la souveraineté de toutes les nations. Mais pour que cela soit efficace, il faut que ce respect des principes soit combiné de capacités, de mécanismes qui permettent à ces États de prendre les décisions qui vont dans le sens de leurs intérêts. Et donc, je pense que la connectivité en relations commerciales, en énergie, en nouvelles technologies, la numérisation, est vraiment un concept important. Vous avez d'une part les conflits, vous avez bien sûr cette anticipation pessimiste, mais vous avez aussi les nouvelles opportunités qui peuvent naître de cette connectivité. Et dans ce sens, dans notre région, je pense que nous voulons bien sûr voir la paix dans le Caucase du Sud, et cela permettra de relier l'Europe à l'Asie avec le corridor énergétique et aussi un corridor énergétique qui passerait par la mer Caspienne, par le golfe du Perse. Et cela pourrait constituer un corridor alternatif. Et avec la stabilité de la Syrie, on a aussi de nouvelles opportunités de logistique, de transport en énergie, etc. Et avec toutes ces conditions réunies, je pense l'UE pourrait jouer bien sûr un rôle plus actif. Je pense qu'il s'agit d'un pouvoir économique, mais qui ne s'est pas transformé en pouvoir politique, alors que elle pourrait en avoir davantage. Et les relations fortes entre la Turquie et l'Europe pourraient justement constituer un fondement gagnant-gagnant pour la Turquie, pour l'UE et pour le monde, puisque voilà, la paix, la prospérité sont les fondements de plus de bien-être pour les peuples, etc. Ce sont les fondements de l'UE, mais aussi
un environnement international plus juste. Je pense donc, dans ce sens, l'Europe a besoin de davantage de leadership, de capacité politique à agir, à refaçonner les débats dans le monde. Et dans ce sens, la Turquie est prête à travailler avec tous les blocs régionaux, y inclut bien sûr l'UE qui nous est spéciale, puisque nous sommes aussi entre trois continents, l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Nous sommes aussi bien situés pour jouer un rôle positif dans ce sens. Merci beaucoup. Oui, merci. La Turquie, bien sûr, est déjà dans l'union douanière avec l'Union européenne. Il y aurait déjà un moyen d'avoir une appropriation régionale sans subjugation de vos intérêts nationaux pour un avantage plus large. Monsieur Maksoud, comment vous évaluez votre adhésion probable à l'UE? Est-ce qu'il y a beaucoup d'avantages et aussi concernant l'avantage sécuritaire? Cela vient aussi avec la stabilité économique. Parce que lorsque les pays, les gouvernements s'occupent de bien-être, les individus se soucient du reste. Oui, tout à fait. La République du Congo est entourée de 9 pays. Nous sommes entourés de 7 pays. Il faut réfléchir sur cela. Si vous êtes isolé, si vous n'avez pas de voisins avec qui vous avez de bonnes relations, alors vous ne ressentez pas cet esprit des nations, cette âme des nations, surtout si vous avez des origines historique commune avec ces pays et que vous pouvez vous reconnecter avec ces pays, ça veut dire que le sentiment politique, le sentiment de voisinage politique atteindra le plus haut niveau. Et si vous voulez vous épanouir, comme le président Tshisekedi l'a dit, je pense que voilà, l'UE aussi doit agir un petit peu de façon différente, que ce soit de l'Europe de l'Est vers la Turquie. Je pense qu'il faut que nous voyions les avantages, le potentiel dont nous disposons. Pour la coopération régionale, il faut voir deux directions. D'une part, une intégration régionale, mais aussi la politique. On ne peut pas vivre sans politique, sans pouvoir politique. Parfois, il y a cette perte de sentiment politique parce que les pays qui ont longtemps attendu aux portes de l'UE, comme par exemple 50 ans, et lorsque vous avez des pays qui ont un très grand impact économique potentiel sur l'UE, on est toujours entouré, malgré cela, par des demandes politiques et des demandes supplémentaires. Donc, l'économie et la politique doivent se compléter et on ne doit pas séparer les deux si on veut avoir un plus grand impact dans nos relations dans la région. Aujourd'hui, en raison de ces situations de manque peut-être d'appropriation des relations politiques et économiques, dans les régions qui nous entourent, nous devons reconsidérer tout pour améliorer la vie des concitoyens dans la région. Tout ça, bien sûr, pour améliorer la vie dans la région. C'est d'une très grande importance. Merci. Ladies and gentlemen, thank you so much indeed for being. Mesdames et messieurs, merci. Merci beaucoup pour ce panel, messieurs. Du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a pris part au panel des leaders dont le thème était « Rôle de l'appropriation régionale dans un monde en transformation ».
Ici, comme vous avez pu le suivre en image, en direct, le chef de l'État et certains de ses pairs, comme celui du Burundi par exemple, ont évoqué les différentes pistes de solutions que le monde pourrait trouver en essayant de conjuguer ses efforts en vue d'une paix durable. Vous avez sûrement suivi le chef de l'État qui lui estime que si le multilatéralisme est une très bonne chose, n'oublions pas qu'il faudrait conjuguer cette forme de gouvernance à des efforts locaux et régionaux qui puissent permettre à chacun de pouvoir tirer son épingle du jeu pour une paix durable. Il a pour ce fait essayé d'évoquer l'initiative du corridor de Lobito, qui ici est un exemple d'intégration régionale qui va concourir à ce que plusieurs pays puissent bénéficier des efforts de chacun pour pouvoir évacuer, par exemple, pour le cas de la République démocratique du Congo, de la Zambie et de l'Angola, pourquoi pas, d'évacuer une partie de la production minière vers le port de Lobito au Luanda. Et nous allons ici essayer en langue nationale, en lingala, essayer de parler de cette rencontre pour ceux qui nous suivent. Ndeko Balandi, tozali awa na mboka Antalya, esika wapi mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayaki bongo kokutana na bandeko baye bakonzi ba mboka basusu na 5e édition ya forum de la démocratie forum de la diplomatie d'Antalya po na kosolola maematali oyo ezali kimia na kati ya mboka esika wapi mikakatano oyo ezali kokutana tozali kokutana na yango mpona kosala makambo toyeba koluka ba solution bongo thème na yango principal oyo ya bokutani ya lelo mpona 5e édition oyo ezali tracer demain, gérer les incertitudes. Bongo lelo tokoyeba kolanda milulu miye zambi oyo ezalaki enlever des rideaux ndenge tolobaka ya bokutani ya bato banso nde milulu miye mikofungwama solo dans quelques minutes pe bokolanda ndenge nini mokonzi akoyeba komema mongongo to kopesa oyo ezali point de vue vision ya République démocratique du Congo oboso bwa bae bazali kati na makita maye bazali plus de 5000 participants pe bazali kati ya bato bauti kati ya mboka 150 pays ya ekolo mobimba zambi oyo ezali bokutani boko boye bozali kosala te baye bazali koluka kimia baye bazali koluka bomoko pe boyokani onte ya molongo mobimba bazali kokutana bongo na Antalya na tina ya koluka nzela ya kokokisa mikano ya ekolo na ekolo pe ya molongo mobimba. Chers téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent en ce moment, nous sommes ici à Antalya où se tient le 5e forum, la 5e édition du forum de la diplomatie d'Antalya. Ce forum se veut une plateforme de démocratie directe, je dirais. C'est un forum qui aimerait directement trouver une plateforme pour une diplomatie concrète. Nous savons tous que lorsqu'il y a différents conflits ici sur la planète, après les conflits, tout se règle souvent au niveau des négociations. Eh bien ici, en Turquie, l'initiateur de ce forum avait donc prévu, il y a de cela 5 ans, de commencer directement par les pourparlers, les négociations, pour non seulement prévenir les conflits, mais aussi apporter des solutions à ceux qui existent déjà. Donc, pour cette première édition, pour cette 5e édition, nous savons que nous allons parler de tracer
l'avenir, nous allons tracer l'avenir, et pour tracer l'avenir, il faut trouver les différentes voies et moyens pour pouvoir y parvenir. Les moyens de coopération bilatérale et multilatérale et tous les instruments qui sont prévus et programmés par, la Charte des Nations Unies et tous les documents des organisations régionales et sous-régionales qui pourraient permettre de trouver des solutions aux différents problèmes qui se posent à travers la planète. Nous sommes ici aujourd'hui à Antalya. Demain, donc l'année prochaine, nous aurons une autre édition, puisque nous avons déjà dit que les premières éditions avaient parlé des différents conflits, ceux de l'Ukraine, qui opposent la Russie à l'Ukraine, celle du Caucase du Sud, et aujourd'hui, je pense que ce sera l'occasion de parler d'autres conflits comme celui qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient et qui oppose les États-Unis et Israël à l'État d'Iran. N'oublions pas non plus le conflit qui se passe, tous les tiraillements qui se passent à travers notre continent africain. Vous avez suivi qu'en plus du président de la République, son homologue du Burundi a aussi pris part à ces assises.